Nous avons une deuxième séance thématique qui porte sur un autre sujet, mais qui est à nouveau lié à la justice climatique et à l'équité en santé. C'est la santé et les droits également sexuels et génétiques. Ceci est lié également à notre conférence sur la santé. N'hésitez pas, et vous pouvez écouter l'interprétation, nous envoyer des messages par la case questions-réponses. Marlise Cazir de Sensoa, Belgique, va animer cette séance. Bonjour, bon après-midi à vous tous. Je suis conseillère pour Sensoa, le centre d'expertise en Belgique, et nous travaillons également avec B-Consult. Et je vais animer cette séance. Et aujourd'hui, j'ai trois intervenants qui vont nous permettre de mieux comprendre les articulations entre cette question et la crise climatique. Tout d'abord, Kim Van Dahl, qui est étudiante en PhD en santé publique mondiale de l'Université de Cambridge, puis Tamara Asho, qui a un PhD en sciences médicales de l'Université de Leuven. Elle est directrice du Centre d'excellence pour tout ce qui concerne les mutilations génitales féminines, ANDREF, qui a également une présentation euh, de Gladys Ngeo. Et Gladys est experte dans la santé publique qui travaille pour Options au Royaume-Uni. Elle va nous parler des améliorations au niveau de la qualité des soins maternels au Mali. Alors, tout d'abord, nous allons regarder les indications, les articulations entre cette question et le changement de la migration climatique. Et ensuite, nous allons aller dans les pays spécifiques, nous pencher sur le Kenya et puis les liens également avec ces mutilations génitales féminines au Kenya, les implications également au niveau de la chaleur, la santé également maternelle et du nouveau-né. Et Gladys va nous parler également de programmes d'énergie solaire qui ont été développés. Alors, ce que je propose de faire, c'est qu'on écoute tout d'abord les trois intervenants et ensuite nous essayerons d'avoir une petite séance questions-réponses avec vous. Mais il ne faut pas attendre. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à les placer dans la case conversation et les collègues nous les relayeront. Donc, nous allons tout d'abord écouter la première présentation de Kim. Oui, bonjour. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. J'ai le plaisir de partager mon travail avec vous. Je vais vous parler véritablement d'études qui portent sur la santé sexuelle et génétique. Tout d'abord, donc quelques informations concernant un certain nombre d'éléments qui ont un impact sur la santé. Il n'y a pas que la chaleur dont on parle. Nous allons travailler sur un scénario avec différents éléments. Nous avons un des facteurs socialement médiés qui est la migration. Alors, autre chose que nous savons, c'est que on voit véritablement que les groupes vulnérables sont ceux qui sont le plus exposés à ces risques climatiques. Donc, nous avons une question qui se pose au niveau de la justice sociale et il y a également une exacerbation de certaines tendances observées dans certains pays. Les changements climatiques ont également un effet multiplicateur. Il s'agit de s'attaquer à des défis en termes de santé et cela joue également un rôle au niveau de questions relatives à la migration climatique. Alors, je vais revenir à notre recherche. Nous avons essayé d'évaluer véritablement la situation. Alors,
Dans le cadre de cette présentation, tout d'abord, je tiens à adresser mes remerciements à tous les membres qui sont mentionnés ici sur la DIA. Nous l'avons vu, un nombre grandissant de personnes peuvent être forcées à migrer en raison du changement climatique, de la variabilité. On s'attend à ce qu'entre 25 millions et 1 milliard de personnes doivent migrer et traverser les frontières d'ici 2050 en raison du changement climatique. Telles sont les projections, et 80% de ces personnes déplacées pourraient être des femmes et des filles. Les femmes et les filles rencontrent des risques sanitaires accrus qui sont induits par le climat et sont également confrontées à toute une série de défis durant cette migration. Et elles représentent un groupe de vulnérabilité importante. Et il s'agit donc également de dangers par rapport à leur santé et droits sexuels et génétiques. Les maladies infectieuses, les canicules peuvent avoir un impact important. Nous avons également les pollutions atmosphériques qui peuvent poser des problèmes. En outre, nous voyons qu'elles sont également confrontées à de nombreuses difficultés et elles sont confrontées également à des problèmes comme des avortements non sûrs, difficultés à accéder également à des soins pour leurs nouveau-nés. Et tout ceci peut entraîner les risques importants à nouveau. En tout, c'est de nouveau considéré comme un effet véritablement de multiplicateur de risques qui entraîne davantage de vulnérabilité. La littérature ne s'est pas toujours penchée sur tous les détails, mais dès lors, nous avons exploré l'impact véritablement de la migration climatique et du climat par rapport à la santé sexuelle et reproductive dans le cadre d'une migration climatique. Nous avons décidé également d'enregistrer ces données dans le cadre scientifique ouvert et nous avons suivi des guidelines qui sont disponibles ici et qui nous permettent de réaliser un examen de façon systématique. Je suis désolée, le son est extrêmement haché à nouveau. Il est extrêmement difficile d'entendre madame. Hum, alors, nous avons au niveau de la santé reproductive et sexuelle des dimensions qui sont requises pour que ces femmes et ces filles puissent véritablement voir leur santé sexuelle et reproductive prise en charge. Ça concerne l'accès à la contraception, un avortement sans risque, prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement de maladies sexuellement transmissibles. Et puis, nous avons également le mouvement de personnes, de groupes de personnes qui sont obligées ou qui choisissent de quitter leur lieu de résidence habituel. Alors, nous nous sommes penchés ici sur les méthodes. Nous avons utilisé 6 bases de données électroniques. Nous avons ici utilisé ce filtre que vous trouvez ici à droite. Tout ceci est documenté ici. Nous avons également utilisé de la littérature et nous avons utilisé Google Scholar et nous avons également consulté des sites de 9 organisations qui travaillent sur le changement climatique. Nous avons également réalisé un screening de toutes les publications qui nous intéressent en la matière. Puis, nous avons également extrait les titres, les textes qui étaient pertinents pour nous et nous avons également décidé de réaliser une évaluation de la qualité en utilisant également un outil, l'outil développé par l'Institut Joanna Briggs. Et si vous regardez ici,
ces 2 graphiques. Ici, vous voyez un graphique qui montre comment on a sélectionné un certain nombre d'éléments. Nous avons commencé avec 28 études différentes et ensuite, nous avons réalisé, un autre, screening, et puis, nous, sommes passés à 34 documents et finalement, nous avons inclus 10 papiers, pour la synthèse. Malheureusement, comme les articles étaient hétérogènes, nous n'avons pas, pu, réaliser, une analyse NL. Ici, vous voyez, comment nous avons utilisé les évaluations de qualité, sur base du graphique de gauche. Mais nous avons examiné des études de qualité raisonnable, mais par exemple, les études qualitatives. Oh, donc heu certaines, étaient plus ou moins complétées pour, les études, qui étaient horizontales, elles étaient parfois, moins détaillées et il y avait parfois un manque de, clarté par rapport à l'utilisation de certaines variables, utilisées pour faire des comparaisons. Puis nous avons, résumé les résultats, je ne vais pas, rentrer, trop dans les détails, mais simplement attirer l'attention sur certains éléments clés. Nous avons pu, voir, que, les personnes étaient plus vulnérables par rapport aux différentes formes de violence, notamment, violence, par le partenaire intime ou, violence domestique, violence sexuelle, le harcèlement, le viol, lorsqu'elles essayent, notamment de recevoir de l'aide, notamment dans les refuges, le mariage forcé également, trafic et elles se sont également, voient refuser l'accès à des soins, anténatals et en postnatal. Il y a également un manque, de disponibilité de services, sanitaires, également des, défis financiers, un manque également de relations établies avec la communauté et puis il y a eu différentes recommandations qui ont été faites, dont les différents documents, par rapport à une programmation sensible au genre et on a fait des recommandations, visant véritablement à tenir compte de cela dans le cadre de migration climatique pour notamment, mettre en place, des systèmes, ciblant, les femmes et également, tenir compte également, de, l'éducation notamment et il faut, davantage éduquer les gens par rapport à la violence basée sur le genre. Et puis, il y avait également, des politiques d'atténuation qui reconnaissent également, les femmes, migrantes, comme niche importante et il s'agit également, d'améliorer les, ressources, allouées véritablement pour, les aider. Alors, nous n'avons plus qu'une minute qui reste. Alors, lorsqu'on pense aux interactions entre la migration, climatique et la santé, sexuelle et génésique, il s'agit, de voir véritablement, s'il y avait des interactions entre les 2, par exemple, dans le contexte de la migration climatique, il faut, voir également, voir quels sont les aspects importants au niveau de la mobilité. Il faut voir quels sont les éléments, qui renforcent davantage ces risques accrus. Dans notre étude, nous avons pu uniquement étudier un ensemble étroit de 8 domaines. Nous avons vu également qu'au Bangladesh notamment, on a indiqué que les personnes qui étaient, déplacées, par rapport au changement climatique étaient plus vulnérables, aux maladies par rapport à ceux, qui étaient exposés à d'autres, problèmes. Il s'agissait notamment d'une exposition à des conditions environnementales médiocres et nous, avons également examiné le fait, que donc, il fallait donc se concentrer sur les, femmes, les filles et il fallait également, que, la migration climatique, tienne également compte, davantage, des identités, des expressions d'orientation sexuelle, des caractéristiques sexuelles des individus. Par exemple, les, personnes, issues de minorités, sont, confrontées à une marginalisation supplémentaire et
Aucune étude ne s'est penchée véritablement là-dessus. Il est également important de dire qu'il y a également des manques d'éléments dans la littérature déjà existante concernant ces points. Dans notre étude, nous avons eu une stratégie de recherche assez large. Nous avons voulu couvrir différents types de littérature et nous sommes basés véritablement sur une meilleure qualité au niveau de la méthodologie. Nous n'avons pas pu inclure énormément d'études différentes. À présent, je vais terminer ma présentation parce que je vois que j'ai déjà dépassé le temps qui m'avait été donné. En général, nous nous sommes rendus compte qu'on avait besoin d'améliorer la quantité et la qualité des études concernant véritablement ce point. Et sur ce, je voudrais vous remercier pour votre écoute et je serai prête à répondre à vos questions une fois que les deux autres intervenants auront fait leur présentation. Merci, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Gladys et je m'appelle Tamari Echo, pardon. J'ai été présentée il y a quelques instants. Je représente le Centre d'excellence au niveau des mutilations féminines, notamment au niveau des populations Maasai. Alors, le comté de Kajiado est présent au niveau du Kenya. Et c'est une zone semi-aride aux frontières de la Tanzanie, pas loin de Nairobi. Et les Maasai est donc la principale peuplade qui vit sur place. Alors, ils sont confrontés à toute une série de défis climatiques, ce qui a bien entendu un impact sur la situation au niveau agricole. Ils ont eu toute une série de sécheresses, ce qui a débouché sur 90% de pertes et d'autres chiffres relativement alarmants. Donc, les niveaux de pauvreté sont assez élevés. 53% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté. Alors, le gouvernement, au niveau du comté, a déployé un projet. Donc, il y a toute une série de formations qui ont été proposées à ces femmes en matière de formation professionnelle et de développement de la petite enfance. Donc, ces personnes ont été invitées à rejoindre ce programme. 95% des candidats étaient des hommes. Alors, notre étude avait pour objectif de voir quels étaient les effets du changement climatique sur les normes en matière de genre et au niveau social. Donc, nous avons mené à bien une étude qualitative où nous avions 12 principaux informateurs et 8 groupes de discussion. Nous avons essayé de voir quelles étaient les évolutions des tâches au niveau des ménages, ce qu'il en était au niveau de l'éducation des partenaires. Ensuite de cela, nous avons passé en revue la littérature existante. Alors, en ce qui concerne la population Maasai, les Maasai ont une société hiérarchique et une structure relativement complexe, avec toute une série de dispositifs mis en place en termes d'organisation. Et c'est quelque chose, cette structure sociale est très, très importante pour la population Maasai. Alors, leurs activités économiques portent sur la production de bétail, les activités en matière de production laitière, de bœuf et tout ce qui tourne également autour d'autres activités connexes. Alors, il est également important d'insister sur le fait que parfois l'approvisionnement en eau est problématique. Il faut parfois parcourir quelques 10 kilomètres pour pouvoir trouver de l'eau. Et la situation de sécheresse n'a fait qu'aggraver, bien entendu, la donne. Alors, il y a et également quelques rites de passage qui s'avèrent cruciaux pour le passage de l'adolescence à la vie adulte, et ceci a bien entendu un impact sur l'identité et la possibilité pour les jeunes femmes de se marier. Donc, quel est l'impact du climat au niveau de la population Maasai? Donc, on a
on a constaté qu'il y a eu une augmentation au niveau des températures. Et donc, ceci a bien entendu accru la fréquence des sécheresses. Il y a des pénuries d'eau qui ont pour objectif, ou qui ont plutôt pour résultat de faire périr les animaux, disparaître la végétation, avec un impact bien entendu sur les moyens de subsistance. Alors, en ce qui concerne la densité de bétail, elle n'a cessé de diminuer, notamment avec l'augmentation des températures. En deçà de 30 degrés, la densité était aux alentours de 10 animaux par kilomètre carré, alors qu'aux alentours de 34 degrés Celsius, eh bien, cette densité a été réduite à approximativement un animal par kilomètre carré. Les participants ont confirmé le fait qu'ils avaient été confrontés parfois à des pluies imprévisibles, à des sécheresses périodiques, ce qui a débouché sur des problématiques en termes de culture, absence de zones de pâturage et d'eau pour leur bétail. Alors, certains propriétaires de bétail ont été forcés parfois de se déplacer beaucoup plus loin, ce qui a débouché sur toute une série de tragédies, bien entendu. Alors, il y a certains extraits que je voudrais partager avec vous au niveau d'un membre plus âgé d'une communauté qui nous a dit que les jeunes filles sont moins susceptibles d'avoir accès à un emploi formel ou d'avoir d'autres opportunités. Ceci accroît leur chance d'être mariées de force. Alors, en cherchant de l'eau et de la nourriture, certaines des jeunes filles doivent parfois traverser des frontières entre communautés. Alors, donc, elles doivent traverser les frontières d'autres communautés où il y a toujours des pratiques de mutilation génitale qui sont en cours, et elles sont davantage susceptibles dès lors d'être contraintes de se marier. Alors, on a parlé également du fait qu'à cause de la sécheresse, certaines familles ont perdu leur bétail, ce qui a mis en péril leurs moyens de subsistance. Alors, parfois, il est difficile pour les personnes plus âgées de faire face à la situation. Elles sont souvent laissées à la maison. Les mères plus âgées sont laissées seules à la maison et ne sont plus en mesure d'effectuer les différentes corvées telles que aller chercher l'eau, faire le feu, traire les animaux. Et en plus, précisait cette personne plus âgée, le fait que son fils ait dû se marier et soit parti n'a fait qu'aggraver la situation. Donc, en ce qui concerne la discussion par rapport à notre étude, nous avons constaté que le changement climatique a une incidence au niveau des inégalités de genre et au niveau des mutilations féminines. Donc, le fait que les pluies saisonnières aient débouché sur des phénomènes de sécheresse a induit une diminution au niveau des cultures et une absence de pâturage, ce qui a posé problème au niveau du bétail. Et ceci a également créé une diminution des ressources avec à la clé une diminution des moyens de subsistance, un accroissement des niveaux de pauvreté. Donc, l'impact sur les familles a fait que souvent les jeunes filles ont été contraintes de se marier. Il y a également toute une série de conclusions et de recommandations qui ont été tirées au niveau de notre étude. En conclusion, nous avons pu constater qu'il y avait effectivement des intersections en ce qui concerne le climat et la question afférente au genre et aux mutilations génitales. Nous pensons qu'il serait intéressant d'avoir une méthode de recherche qui nous permettrait d'examiner la situation sur le continent africain dans son ensemble. D'autre part, nous pensons qu'il serait intéressant de tenir compte du fait que des facteurs socio-écologiques beaucoup plus larges peuvent constituer un obstacle par rapport au changement des normes sur le plan social et sur le plan du genre, en tout cas en ce qui concerne cette population Maasai au niveau du district de Kajiado. Nous avons également décidé d'adopter une approche intersectionnelle à de multiples niveaux lorsque nous avons conçu nos programmes visant à mettre un terme à ces pratiques. Et puis, il est également important dans le contexte social, économique et environnemental de ne pas négliger certains facteurs. Voilà. Bonjour, bon après-midi à chacune et à chacun d'entre vous. Je m'appelle Gladys Ngeno. Je viens du Kenya
et je vais partager avec vous certains éléments qui sont liés à un verdissement du système de santé en ce qui concerne le volet maternel et les nouveau-nés, ou la santé des mamans et la santé des nouveau-nés. Alors aujourd'hui, je voudrais planter quelque peu le décor. Nous constatons que le secteur de la santé est susceptible de subir toute une série de changements au cours de la dernière décennie. Nous avons constaté qu'il y a des progrès qui ont été engrangés en termes de santé sur le plan mondial. Mais nous constatons d'autre part que le secteur de la santé contribue à concurrence de 5% aux émissions de carbone à l'échelon mondial. C'est pour cela qu'il est important de réduire les émissions de carbone dans ce secteur. Et puis, en termes d'investissement dans le secteur, il est important de tenir compte qu'il y a une incidence directe sur les coûts liés au changement climatique, puisqu'on estime que ces coûts en matière de santé pourrait atteindre les 2 à 4 milliards par an à l'horizon 2030. Alors, il est également important de tenir compte qu'entre 2030 et 2050, le changement climatique est censé causer 250 000 décès supplémentaires par an à cause de la malnutrition, de la malaria, des problèmes de diarrhée et de stress liés à la chaleur. Et puis, la COP26 a fait allusion au fait que ces températures mondiales à la hausse, les tendances qui évoluent en matière de maladies pourraient effectivement déboucher sur un affaiblissement des systèmes de santé. Donc, il est important de pouvoir intervenir pour contrer ces phénomènes. Alors, si nous examinons cet autre transparent qui nous propose une analyse de la situation, nous avons essayé de voir quel était le noyau et le lien qui existait entre la santé d'une part et l'énergie d'autre part, ainsi que les corrélations à établir avec les objectifs en matière de développement durable. Il est important de tenir compte de l'ODD 3, de l'ODD 7 et de l'ODD 13 pour pouvoir justement impacter sur l'énergie et la santé. Donc, à ce niveau-là, nous avons déployé un projet qui a été mis en œuvre entre 2015 et 2018 et il avait pour objectif de contribuer à se pencher sur la mortalité périnatale et maternelle. Et nous avons constaté que souvent les retards en termes de soins et de prise en charge créent toute une série de difficultés. C'est pour cela que nous avons décidé d'améliorer la qualité des soins au niveau des infrastructures de santé. Et il y a des investissements qui ont été consentis au niveau du ICF. Avec, bien entendu, des fonds qui ont été dégagés en vue de mettre en œuvre ce programme. Alors, en ce qui concerne les exigences énergétiques au niveau de la santé des nouveautés et de la santé des mamans, notamment dans les services de prise en charge prénatale, nous avons constaté qu'il y a, bien entendu, toute une série de points qui entrent en ligne de compte, les examens prénataux, la naissance de l'enfant, la réanimation en urgence, la possibilité d'avoir des frigos pour y stocker notre banque de sang, les médicaments, les vaccins, et les réactifs de laboratoire, la prévention des infections et la chirurgie, tout ce qui tourne autour des césariennes, etc. Et à ce niveau-là, il est important de pouvoir bénéficier d'un apport en électricité et en énergie suffisant. Donc, nous avons mené à bien un audit en la matière afin de voir comment gérer la situation. Et au niveau de cet audit énergétique, nous avons constaté que 75% de toutes les infrastructures étaient connectées au réseau, ce qui est une bonne chose, mais seulement 3% avaient des générateurs à disposition en cas de coupure d'électricité. Donc, généralement, ces coupures d'électricité interviennent 3 fois par semaine et peuvent parfois, dans certains cas de figure, durer jusqu'à 6 heures.
nous constatons que cet approvisionnement pour le moins erratique en énergie pose bien entendu des difficultés, notamment avec 97% des infrastructures qui n'étaient pas en mesure de proposer de l'eau chaude, notamment pour permettre aux patients dans les maternités de prendre une douche. Donc, nous avons conçu un système qui avait pour objectif de pouvoir approvisionner ces infrastructures, notamment avec des systèmes de panneaux solaires. Donc, ce sont des panneaux solaires qui ont été installés et on peut couvrir de 1 kW à 7 kilowatts et demi. Alors, nous avons également mis en place un dispositif de gestion à distance. Donc là, nous avons pu collecter et compiler toute une série de données par rapport à ce système photovoltaïque, notamment au niveau des batteries, de l'énergie en kilowattheure disponible grâce à ces différents éléments, ce qu'on a pu éviter en termes d'émissions de CO2, ça c'est pour la deuxième ligne, et puis des informations par rapport au système de panneaux photovoltaïques et puis la météo prévalant à Nairobi. Donc, voilà la contribution que nous avons proposée par rapport à ce dispositif photovoltaïque. Alors, en ce qui concerne la méthodologie mise en œuvre au niveau de notre étude, nous avons une étude qui nous a permis de mener à bien un examen transversal de la situation au niveau d'échantillonnage, en ce qui concerne notamment 13 infrastructures, notamment par rapport à la gestion de ce système, la gestion à distance, de ce système énergétique. En termes d'économie au niveau du coût, nous avons pu effectivement économiser en ayant recours à ce dispositif de gestion à distance. Nous avons pu calculer les émissions de carbone grâce au système dispositif environnemental des Nations Unies en faveur de l'environnement, entre autres. Alors, en résumé, que puis-je vous dire par rapport à ce qui a été mis en place? Les résultats de cette installation de panneaux solaires au niveau des infrastructures de santé a permis d'avoir un environnement de travail qui soit plus adéquat, et cela a amélioré également l'expérience des patients et des clients, que ce soit en termes d'éclairage, que ce soit en termes de motivation des travailleurs de la santé ou que ce soit en termes d'expérience au niveau des clients. Cela a amélioré également la qualité du service avec une couverture accrue en termes d'immunité et une réduction des renvois pour complications. Donc, grâce à ce dispositif, nous avons également pu améliorer les résultats en termes de santé, comme vous le voyez apparaître ici en bas de l'écran. Alors, avec ce type d'expérience, nous savons que nous ne pouvons pas toujours proposer les services adéquats à cause de ces coupures d'électricité. Parfois, nous devons inviter les patientes à revenir le lendemain. Donc, il est important de pouvoir mener à bien une meilleure évaluation des risques. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons pu améliorer la qualité de nos services. Donc, vu la température, nous avons pu, grâce au dispositif qui a été mis en place, avoir toute une série d'infrastructures ou d'équipements qui nous permettaient de travailler de façon correcte et viable. Comme je vous l'ai dit, nous avons également évité le renvoi de certaines patientes pour des complications, ce qui nous a permis globalement d'améliorer la qualité de notre prestation de service. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, nous avons pu améliorer la situation au niveau de la santé. Et ça, c'est grâce aux différentes interventions qui ont été menées à bien. Nous avons pu, par exemple, réduire le taux de mortalité. Alors, très, très rapidement, quelques autres chiffres, notamment en ce qui concerne la proportion d'enfants complètement immunisés. Donc, vous pouvez voir une augmentation de 34% entre 2016 et 2017.
Alors, nous avons également pu améliorer nos services de transfusion sanguine. Nous sommes passés de 3 à 9 au niveau des infrastructures qui sont susceptibles de pratiquer la transfusion sanguine. Auparavant, nous avions une banque du sang, mais à cause des coupures d'électricité, bien, nous ne pouvons pas démarrer une transfusion sanguine sans avoir atteint la température requise. Sinon, bien entendu, tous nos efforts se seraient avérés vains. Donc, voilà, entre autres, ce qui a été possible grâce à ce dispositif. Et puis, nous avons des services de laboratoire qui sont disponibles en continu. Lorsqu'il y avait des coupures d'électricité, parfois, les mamans devaient attendre une demi-journée ou toute la journée avant d'obtenir les tests, les résultats des tests en laboratoire. Parfois, on devait les envoyer dans d'autres infrastructures. Donc, on a pu vraiment améliorer la situation à ce niveau-là. Et puis, nous avons pu améliorer également les services sur le plan néonatal et la prise en charge des nouveau-nés, parce que parfois, on démarrait un processus de réanimation pour un bébé, mais à cause des coupures d'électricité, bien entendu, cela posait problème. Moi, je me souviens d'un témoignage d'une situation où on avait pu mettre le bébé sous oxygène pendant la journée et puis, suite à une coupure de courant, malheureusement, eh bien, on a perdu ce bébé. Donc, voilà, les résultats ont pu être largement améliorés en termes de santé, notamment en ce qui concerne la prise en charge des accouchements et des naissances. On a pu diminuer également le taux de décès au niveau de cas relevant de l'obstétrique. Nous avons donc pu véritablement améliorer la situation et diminuer de façon drastique ce taux de mortalité. Et puis, nous avons pu également diminuer la mortalité périnatale, comme vous avez pu le constater sur base du graphique qui vous a été présenté. Alors, en ce qui concerne les économies sur le plan financier, entre janvier et juin 2018, 13 infrastructures qui émettaient au total quelques 17 000 kilos de CO2 ont pu voir leur situation améliorée. Alors, rapidement maintenant, quelles sont les leçons et principales recommandations? Il faut aborder la question de la santé et de l'énergie comme étant imbriquées l'une dans l'autre, et il faut pouvoir apporter des changements rapides aux différentes infrastructures, et ce fut le cas notamment grâce à l'installation de ces panneaux solaires, aux panneaux photovoltaïques. Ces systèmes, en termes d'énergie verte, requièrent une faible maintenance et sont pertinents pour améliorer l'équité en termes de santé. Cela permet également d'accroître la connexion au réseau électrique à distance, et notamment dans les zones qui sont peut-être les plus reculées. Et puis, il y a également un impact éventuel en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie solaire. Cela réduit effectivement, ou cela nous a permis de réduire la mortalité chez les nouveau-nés et chez les mamans, en particulier dans ces zones qui sont parfois plus reculées ou plus difficiles d'accès. Et cela suggère également qu'améliorer les résultats en termes de santé permet de réduire l'impact du changement climatique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Gladys. C'est effectivement très, très positif d'entendre les résultats que vous venez de mentionner. Et je suis impressionnée, effectivement, par tous ces chiffres et ces éléments que vous venez de porter à notre connaissance. Alors, bien entendu, je n'ai pas lu le CV, la biographie de chacune, mais sachez que nos intervenantes étaient bien entendu des personnes éminemment qualifiées. Merci de nous avoir permis de comprendre un petit peu mieux la situation, notamment, en l'occurrence pour la dernière intervenante, la situation au niveau des nouveautés. Merci de nous avoir éclairé sur la situation des Maasai, et merci à la première intervenante également qui nous a parlé de la question de la santé en matière sexuelle et en matière génétique. Alors, nous allons passer peut-être au volet des questions. C'est très, très encourageant de voir quelles ont été les recherches déployées jusqu'à présent et l'impact que cela peut avoir sur la situation.
Mais ne pensez-vous pas qu'il y a peut-être une manque de sensibilisation et de compréhension des défis auxquels nous sommes confrontés actuellement? Parce que généralement, en cas d'urgence, ce que l'on essaye de favoriser, c'est l'accès à un abri. Et pourquoi considérer qu'en matière de santé sexuelle et génétique, il est important de pouvoir agir parce que cela peut avoir une incidence? Merci beaucoup pour cette question. Alors, en ce qui concerne la santé en matière sexuelle et génétique, il est effectivement important de pouvoir agir et de pouvoir garantir une santé adéquate en la matière parce que cela peut bien entendu soutenir les efforts qui sont déployés dans d'autres domaines. Il est important de pouvoir responsabiliser, autonomiser les jeunes femmes et les jeunes filles au sein de leur communauté. Et il y avait parfois effectivement des lacunes qui ont été identifiées en la matière, notamment en matière de migration. Et il est important d'avoir également une approche holistique par rapport aux soins de santé, que ce soit les soins de santé de façon globale ou de façon plus pointue. Donc, très souvent, ces aspects sont effectivement oubliés ou négligés. Et c'est pour cela qu'il y a parfois des problèmes de violence qui peuvent surgir, une mortalité chez les mamans ou une mortalité chez les bébés. Donc, c'est pour cette raison qu'il est effectivement très, très important de pouvoir agir à ces niveaux-là. Donc, voilà la réponse que moi, j'aurais à donner par rapport à l'importance de cette approche. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est important d'avoir une approche holistique, effectivement, comme vous venez de le souligner, par rapport à ces questions. Alors, Tamara, dans votre présentation, vous avez parlé du volet social, du volet économique, des différentes pratiques en présente et quels sont les éléments sur lesquels il faudrait attirer l'attention au niveau des politiques de développement. Et pourriez peut-être nous en dire davantage par rapport à cette approche intersectorielle. Oui, effectivement, l'approche intersectionnelle que nous proposons a pour objectif d'examiner tous les différents domaines, notamment tous les domaines qui tournent autour de la femme. Il est important de voir quels sont les impacts que cela va pouvoir générer. Alors, en ce qui concerne notre programme, qui a pour objectif, bien entendu, d'influencer le cours des choses en matière de développement, nous avons intégré, bien entendu, les dispositifs et toutes les questions afférentes aux mutilations générales dans les différents programmes. On a posé la question du genre, la question des inégalités de genre, la question de l'éducation ou la question des aspects socio-économiques. Ce sont autant d'éléments ou de portes d'entrée par le biais desquels nous pouvons intégrer la question notamment des mutilations génitales. Et puis, d'autre part, la question climatique devient vraiment saillante au niveau de l'Afrique. C'est une question qui ressort et qui a une véritable incidence sur nos populations. C'est pour cela qu'il est important de travailler dans le cadre de toute une série de programmes qui ciblent d'ores et déjà ces populations. Et ceci devrait nous permettre finalement d'intégrer ces thématiques et cette approche peut-être plus intersectionnelle au niveau de ces différents pays. Merci beaucoup. Alors, je vais profiter peut-être de l'expertise présente dans la salle pour faire allusion aux différentes questions qui ont été posées via le chat. Alors, Gladys, j'ai une question pour vous. Est-ce que les différentes agences qui vous soutiennent dans votre travail, et elles le font notamment au quotidien, ne pensez-vous pas que l'on pourrait travailler peut-être à ce niveau-là de façon plus structurelle par rapport à ces questions et quelles sont les questions que vous souhaiteriez poser par rapport à l'incidence de la crise climatique et puis quels sont les points sur lesquels vous pourriez attirer l'attention des Belges avec lesquels vous êtes censés collaborer. Ceci concerne bien entendu l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Oui, merci pour votre question. Oui, j'ai l'impression que je passe une entrevue. La première chose dont je discuterai, eh bien, je demanderai quel a été l'impact du changement climatique, pas seulement en Belgique,
mais également donc pour ceux donc à côté, quelles sont les données? Vous avez mentionné quelques exemples et bon, on parle des femmes, des enfants. Donc je demanderai d'avoir toutes ces informations et puis je me pencherai sur les pays avec lesquels vous travaillez, quels sont leurs engagements. Dans quel secteur est-ce que vous souhaiteriez intégrer les aspects de l'éducation, etc. Et puis, je regarderai quelles sont les stratégies, donc en termes de politique d'aide, ce qui pourrait être inclus dans les programmes au niveau de la nutrition, l'agriculture, etc. Voilà comment je procéderai. Merci. Merci. Vous êtes recruté. Il y a une question de François qui travaille pour Enable, mais ce n'est pas pour vous, Gladys, c'est pour Kim. Il se demande si on parle des livraisons sûres ou donc pas de risque. Est-ce qu'il y a un manque parfois d'informations donc dans la littérature que vous avez passée en revue, Kim? Nous avons inclus en fait des définitions très larges de CSDSG, mais nous avons trouvé très peu d'articles de littérature en la matière. Et s'il y en avait, on ne faisait que mentionner une ou deux phrases plutôt que d'aborder cela comme une question prioritaire. La littérature que nous avons trouvée par rapport à la santé maternelle et au néonat concerne l'accès aux soins juste avant et après la naissance. Et il y avait donc une mortalité, des taux de mortalité donc élevés parmi ces deux groupes en raison de la migration climatique. Et puis, il y avait plus de littérature si on se penchait sur la migration de façon plus générale, mais si on se penchait sur la migration climatique, on n'a pas pu trouver d'études spécifiques qui se soient concentrées spécifiquement là-dessus. Merci, Kim. Une autre question de François. Cette fois, c'est pour vous, Gladys. Voilà. Alors, il dit très intéressant, donc le résultat de votre travail. Il demande est-ce que la question de coût ou de disponibilité des éléments de maintenance, est-ce que ça fait également l'objet de l'étude dans le cadre de votre travail? Oui, bien sûr, la question des coûts, oui. Hein, donc par rapport aux coûts, donc l'analyse coût-bénéfice, oui, lorsqu'on a fait cela pour les plus gros systèmes solaires, donc il faut 8-9 mois pour récupérer le capital initialement investi pour l'énergie solaire, les panneaux solaires. Et donc, nous avons ces données. Je suis prête à les partager avec vous si vous le souhaitez par rapport à l'entretien, la maintenance. Alors, nous avons voulu veiller à ce que ce soit prévu dès le départ au fond de l'intervention. On a voulu que l'on ait des responsables donc gouvernementaux chargés de la maintenance impliqués par cela, donc au niveau de l'installation et également au niveau des formations dispensées pour la maintenance. Alors, on les a installés en 2017 et ils fonctionnent toujours parfaitement aujourd'hui parce qu'on s'occupe de la maintenance routinière et on veille également à ce que les batteries, les piles, ne nécessitent pas toujours de la maintenance. Donc, il est important de se pencher sur le cahier des charges lié au système que vous allez acheter, hein, donc voir comment ça fonctionne, etc. Et nous avons appliqué ici les normes applicables au niveau des Nations Unies pour ces achats, marchés publics. Voilà, merci. Une autre question de Nicolette Van Dusen qui dit merci pour cette très chouette présentation. Elle se demandait si vous avez d'autres idées pour écologiser les systèmes sanitaires via des systèmes solaires. Vous ne travaillez pas seulement sur base de l'énergie solaire, donc vous pouvez certainement également répondre à cette question.
Oui, merci. Mais c'est vrai que nous voyons pas mal d'entreprises, qui arrivent, hein, donc avec, toute une série de batteries, hein, donc vous pouvez avoir des systèmes où durant la journée, hein, vous avez, donc, l'énergie verte, vous chargez les batteries et puis, vous, donc vous en faites, une sorte de stock et vous les réutilisez par après. Alors, il y a peut-être de nouvelles technologies qui doivent encore être explorées, mais je crois que dans les pays en développement, ah donc on s'est d'abord penché sur l'énergie solaire et donc on a, donc ces installations d'énergie solaire, pour essayer de s'orienter vers des systèmes, plus, verts. Merci. J'ai une question très pratique, Gladys. Alors, quel est le, coût de revient, donc pratique pour installer, ces systèmes de panneaux solaires pour un établissement sanitaire? Ça varie probablement, ça dépend bien sûr, hein. Hein, si vous parlez de solaire, ça dépend 1 kilowatt, 7 kilowatts, ça dépend, hein, de la quantité, ça dépend du système également dont vous avez besoin, mais le coût par kilowatt, autour de, 1200 pour 2 batteries et un panneau solaire. Oui, 1200 et ça suffit pour, un établissement? Non, non, c'est tellement difficile, hein, pour le solaire, c'est difficile parce que ça dépend de ce que vous voulez, alimenter. Vous voulez, donc uniquement, couvrir, donc les besoins, par rapport, aux équipements nécessaires, par rapport à la lumière et cetera. Donc vous devez faire un audit et dire: «Voilà, je vais l'utiliser dans la pharmacie ou par rapport à ceci» et une fois que vous savez, véritablement quel est le besoin en énergie, là, vous dites: «Voilà, j'ai besoin d'une batterie, de telle taille, de panneaux, de autant de panneaux» et là, vous pouvez installer, ces panneaux, donc oui, vous voyez, il faut tenir compte de tout cela. Il faut voir d'abord quels sont les besoins, hein, auxquels vous devez pourvoir. Oui, bien sûr. Merci de nous avoir expliqué tout cela. Il y avait une question pour tous les membres, l'accès aux services, donc comment peut-on surmonter les obstacles, pour les femmes qui sont en plus, frappées par un handicap? Kim, est-ce que vous avez vu quelque chose dans la littérature concernant les intersections de ces femmes migrantes, donc les personnes, donc déplacées et en même temps les personnes porteuses de handicap? Bonne question. Nous n'avons rien rencontré, de spécifique dans la littérature, donc où on s'est concentré sur des, personnes, frappées par un handicap. Donc peut-être, qu'une des autres membres du panel a une idée. Moi, je ne peux pas répondre. Oui, par rapport à mon expérience en la matière, en fait, lorsque je regarde des aspects de handicap, comme je l'ai dit tout à l'heure, rencontrés par les femmes, hein, enfin, il y a l'aspect de l'inclusion qui est très important, même lorsqu'on conçoit nos programmes et donc nous devons veiller à augmenter un accès, même pour les femmes, handicapées et leur donner la possibilité, de pouvoir, demander davantage de services. L'intégration est essentielle et ça veut dire que nos programmes, nos services, nous devons pouvoir véritablement, les mettre, les rendre accessibles à des personnes qui n'y ont pas toujours accès, notamment les femmes atteintes de handicap. Alors, nous avons ici une longue remarque. Merci pour le résumé de votre travail, c'est tout à fait pertinent. Je pense que même, sans influence climatique, ces problèmes, existent et continuent d'exister dans les pays vulnérables. Et nous avons également un problème de, manque de, professionnels, formés, pour, dispenser, des soins en santé maternelle. Dans les pays à faible revenu, quel équilibre peut-on créer entre les besoins locaux du pays et des migrants?
en disant que bon nombre d'entre eux dépendent de l'aide extérieure. Comment est-ce que ces personnes peuvent envisager un programme national? Kim, je crois que c'est une question par rapport à laquelle je ne me sens pas entièrement à l'aise pour y apporter une réponse. Je vais peut-être donc donner la parole plutôt à une des autres membres du panel, si cela vous va. Oui, c'est peut-être trop éloigné de votre domaine d'expertise, hein, mais je crois que personne n'est en désaccord quant au fait qu'en effet, bon nombre de ces problèmes donc de santé existent également en dehors de l'urgence climatique, hein. Mais nous sommes certainement d'accord pour dire que l'urgence climatique ne fait qu'exacerber ce type de défis, de besoins en termes de santé et de droits sexuels et génétiques pour ce qui est de l'adaptation. C'est la question de la population d'accueil et les migrants qui sont les invités, leurs besoins spécifiques, mais là, j'ai bien peur qu'aucun membre du panel ne travaille sur cette question de très près. Donc, je comprends qu'elle ne soit pas à l'aise pour répondre à cette question. Oui, oui. Alors, je pense que la question est intéressante. Comment peut-on arriver à un équilibre finalement? C'est ça la question. Si on regarde tout le travail que nous avons partagé, nous devons trouver un équilibre entre le climat, la santé et finalement les aspects socio-économiques de la communauté. Lorsqu'on parle des besoins locaux, hein, les besoins au niveau de la famille, etc. C'est vrai que le changement climatique rend la situation extrêmement difficile. Ça, c'est un gros problème. Et la question de la migration, pour moi, bon, c'est vrai que on a vu Maasai, il y en a bon nombre qui se rendent également dans les villes en raison également du changement climatique. Si on regarde l'agenda national, le plan d'action national, le dernier plan d'action a touché à sa fin il y a quelques mois, on a ce concept d'intégration de questions. Donc, par exemple, au niveau de l'agriculture, et c'est une conversation qu'on devrait avoir dans les différents pays. Comment on peut intégrer le changement climatique dans tous les ministères, à tous les niveaux, dans toutes les politiques, pour arriver à un bon équilibre, pour intégrer ces discussions relatives au changement climatique dans tous les secteurs du pays, de la communauté. Merci. Merci Gladys. Alors, il y a une question, mais nous n'avons plus vraiment de temps. Alors, très brièvement, Kim, est-ce que vous avez pu évaluer l'impact lors de la migration dans de nouveaux sites où on a parfois un accès limité à des soins de santé? Donc, si j'ai bien compris, la question, c'est une fois que les personnes déplacées sont déjà arrivées dans un nouvel lieu. Oui, au niveau de la migration climatique, oui, vous avez des personnes qui sont déjà installées et d'autres qui viennent d'arriver. Si on regarde la littérature, on voit qu'ils ont moins d'accès, par exemple, aux soins anténataux et postnataux. Et souvent, il est difficile pour les personnes d'accéder également à des services en santé génétique reproductive parce qu'ils n'ont pas de relation avec les communautés. Ils ne sont pas toujours conscients des traditions ou de la culture et ainsi il est très difficile, encore plus difficile pour ces personnes d'accéder aux services dont elles ont besoin. Et parfois, ces services ne sont tout simplement pas disponibles. Voilà ce qu'on a également pu trouver dans la littérature. Merci.
pour ces réponses concises. Voilà, nous allons devoir nous arrêter ici. Merci à toutes les 3 pour ces présentations intéressantes. Je ressens tellement de respect pour votre travail. Continuez à travailler comme cela, c'est vrai que ce thème, nous allons certainement continuer, travailler dessus au sein du groupe et au sein de la plateforme et je serai très heureuse de rester en contact avec vous et de voir si nous pouvons, poursuivre notre coopération à l'avenir. Merci. Merci, bien dit Marlys. Beaucoup de respect pour nos intervenants, Kim, Tamari, Gladys, Gaino. Merci Marlys.